Salut à toi, ou devrais-je dire Ohio. Ceci est la première vidéo de ma chaîne et quoi de mieux que d'inaugurer cette chaîne YouTube avec une série de vidéos où je vous parle de mon solo trip au Japon. Mais avant d'aborder le sujet Japon, laissez-moi 30 petites secondes pour me présenter. Ça fait un peu CV vidéo, je le conçois, mais le but c'est pas non plus de vous étaler ma vie. Je m'appelle Malvina, j'ai à mon compteur 26 années de vie, je trouve ça plus sympa de compter comme ça me fait oublier que je me dirige tout droit vers la trentaine. J'ai fait des études dans le milieu de l'audiovisuel et je rêve de pouvoir un jour en faire mon métier. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les voyages. J'ai pu aller en Italie, au Portugal, aux États-Unis, en Islande et puis plein d'autres pays. J'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de voyages du haut de mes 26 ans. Petite, je regardais l'émission J'irai dormir chez vous des étoiles plein les yeux en me disant qu'un jour, je ferais la même chose. Puis je suis partie en solo trip au Portugal, en Corée du Sud, et actuellement je reviens de plusieurs semaines au Japon. À chaque fois je filme mes voyages, mais à chaque fois je ne poste rien car je trouve qu'il y a déjà tellement de vidéos sur la plateforme, mais je crois qu'il est temps que je me bouge un petit peu le derrière, pour rester poli bien entendu, et que je les sorte ces vidéos parce que je me dis qu'au pire, ça me fera un joli souvenir et au mieux, des personnes seront intéressées. J'ai commencé ce voyage en atterrissant dans la ville d'Osaka. Mon but étant d'atterrir dans la ville le plus au sud que je souhaitais découvrir et puis remonter jusqu'à Tokyo. Alors je m'excuse mais dans ce voyage j'ai fait que les essentiels du Japon. Mais je compte bien y retourner un jour pour faire des endroits un peu plus cachés. Alors déjà, je fais une petite pause pour vous indiquer un gros disclaimer, je ne parle absolument pas japonais, et donc chaque endroit que je vais citer dans cette vidéo seront sûrement dits avec une prononciation atroce, alors d'avance, je m'excuse. Ceci étant dit, revenons à notre petite histoire. La ville d'Osaka, j'y ai passé que 3 jours, car c'est une belle ville mais c'est loin d'être mon coup de cœur au Japon. C'est une ville avec une architecture moderne, et elle est surtout réputée pour sa street food, et ça, on adore. Bien qu'elle soit moderne, il y a quelques vestiges qui méritent d'être visités. Et évidemment, l'un des principaux monuments historiques, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous le connaissent, c'est le château d'Osaka. Et je dois bien avouer qu'il est vraiment très beau. Il a été construit au XVIe siècle, lors de la période du shogunat. Ensuite, j'ai pu visiter le premier temple d'une très grande liste. J'insiste sur les « et » parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais croyez-moi, chaque temple est unique et pour moi, ils méritent tous d'être visités. Le premier de ma longue liste fut Shite-no-ji, qui est sublime, je vous laisse en témoigner. Honnêtement, au début, j'avais un peu de mal à comprendre que j'étais au Japon tellement mon voyage s'est fait dans la précipitation. Mais en visitant ce temple, je venais de comprendre enfin que j'étais au Japon. En parlant de temple, j'ai pu voir le Namba Yasaka Jinja, qui est aussi très beau, mais par contre attention, il est vraiment minuscule, et comme c'est je pense le sanctuaire Shinto le plus visité de la ville, parce qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, vaut mieux ne pas y aller aux heures de pointe, comme j'ai eu la brillante idée de le faire, parce que vous pourrez même pas vous déplacer. Avec sa grande tête de lion, et oui, on dirait un dragon, je suis bien d'accord avec vous, mais je me suis renseignée, et c'est bien une tête de lion. Ce sanctuaire est dédié à la divinité de la victoire. Puis à Osaka, j'ai pu voir la célèbre tour Tsutenkaku, qui veut littéralement dire la tour qui mène au ciel. Bon, ils n'ont pas été bien loin pour choisir le nom de cette tour. Elle est plutôt jolie et on peut monter tout en haut, mais personnellement je ne l'ai pas fait car il y avait beaucoup trop de monde et puis je préfère me garder pour les tours pour Tokyo. J'ai un peu le vertige alors on va pas trop abuser sur les tours. Évidemment, qui dit Osaka dit Dotonbori, c'est une rue qui longe un canal et c'est un haut lieu du tourisme et puis surtout de la fête au Japon. Bon, malheureusement, j'étais tellement en jet lag les 3 premiers jours que j'ai même pas pu voir cette rue de nuit une seule fois. Et pourtant, le soleil à cette période de l'année se couche à 17h. Ouais, j'étais vraiment dans un gros jet lag. Mais c'est pas grave parce que dans ce quartier, j'ai pu voir le fameux Glicoman. Je suis sûre que vous avez déjà dû le voir quelque part, ce coureur emblématique de la ville. Je me suis renseignée parce que je comprenais pas pourquoi un panneau publicitaire était aussi emblématique.
Et bah j'avoue que j'ai toujours pas compris. C'était l'une des premières affiches publicitaires qui a été installée dans cette rue, il y a quand même 60 ans, il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qui en fait réellement son succès? Bah je sais pas trop, je pense sincèrement que c'est parce que ça fait 60 ans qu'il est dans cette rue. Mais passons cette fois à ma principale venue dans cette ville. J'ai nommé roulement de tambour Universal Studios Osaka. Je suis une grande fan de parcs d'attractions. Je vais à de nombreuses reprises à Disneyland Paris dans l'année. Et j'étais obligée de rentrer à Universal Studios, plus particulièrement dans le Nintendo World. Grande fan de Mario, j'étais obligée d'aller y faire un petit tour. Alors le petit souci, c'est que j'ai programmé mon voyage au Japon une semaine avant. Oui, je sais ce que vous allez dire, mais je ferai une vidéo conseils et astuces prochainement pour vous expliquer pourquoi je suis partie au dernier moment et savoir si ça vaut le coup. Mais actuellement, c'est absolument pas le sujet. En programmant mon voyage au Japon une semaine avant, j'avais plus de billets à Universal Studios Osaka avec entrée à Nintendo World. Alors, c'est très compliqué. Mais en fait, si vous avez juste un billet pour Universal Studios, vous pouvez pas rentrer dans Nintendo World parce que le monde, il est bien trop petit et du coup, ils sont obligés de limiter les entrées, ce que je comprends. Donc il faut une entrée Universal Studios avec Nintendo World compris dedans. Mais après avoir épluché toutes les vidéos TikTok sur le sujet, j'ai regardé une vidéo où une ancienne voyageuse nous explique qu'en arrivant 1 heure avant, voire 2 heures, vous avez une chance de pouvoir rentrer dans le parc avant les autres et du coup de rentrer dans le land Nintendo World gratuitement. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis pointée plus d'1 heure avant. Évidemment, j'étais loin d'être la seule à avoir eu cette idée. Et lorsque les grilles se sont ouvertes, c'était les Hunger Games. J'avais pas prévu de courir, mais quand j'ai vu cette foule courir, il y en a qui étaient avec des poussettes, d'autres avec des béquilles, je me suis dit, let's go, je me suis entraînée pour mes 10 km, ça va enfin me servir. Et après cette épreuve digne d'une compétition au JO, me voilà rentrée dans le monde magique de Mario. Ça peut paraître un peu débile pour certains, mais la Malvina de 10 ans serait tellement contente d'être dans ce parc aujourd'hui. Et la Malvina de 26 ans aussi, je dois le reconnaître. J'ai couru vers l'attraction Super Mario Kart en single rider. J'ai attendu 2 minutes, mais j'avoue que je frime pas trop parce que ça a vraiment pas été ça toute la journée. Vraiment, si vous allez à Universal Studios Osaka, le mot principal qu'il faut avoir dans la tête, c'est patience. Il faut attendre tout le temps. Alors évidemment, petite attraction Yoshi juste après, je la voyais partout sur les réseaux, j'étais plutôt obligée de la faire. Elle est sympa parce que on voit tout le parc. Mais honnêtement, ça reste une attraction pour les enfants, soyons honnêtes. Mais ça fait quand même une très belle vidéo à poster sur les réseaux. En sortant, j'ai voulu faire la célèbre attraction Donkey Kong. Et 170 minutes. Alors du coup, merci mais non merci. Du coup j'ai fait un petit coucou à Peach qui avait montré le bout de son nez et direction d'autres attractions comme par exemple les Dents de la Mer qui est une attraction très sympathique, malheureusement on peut pas filmer. Et enfin le deuxième monde que j'attendais impatiemment c'était le monde d'Harry Potter. Bon je peux pas mettre la musique parce que droit d'auteur tout ça sur YouTube vous comprenez et puis franchement j'ai pas envie de m'embrouiller avec J.K. Rowling. Mais je vous laisse imaginer les plans avec la musique d'Harry Potter, parce que c'est tellement épique quand on est fan d'Harry Potter. Franchement, c'est le côté du parc qui m'a le plus bluffé, tellement on a l'impression d'être dans le monde d'Harry Potter. Bon, malheureusement, j'ai fait 0 attraction, parce que les temps d'attente étaient colossaux. Mais juste se balader dans le parc est une expérience en soi. Ils ont refait toutes les boutiques emblématiques de la firme, et puis il y a aussi quelque chose d'un certain genre, faut bien se l'avouer. Puis j'ai assisté à un petit show avec des cascadeurs fort sympathiques, il y a même un avion qui se crache sur scène. Et malheureusement je l'ai pas filmé parce que j'étais assise à côté d'une touriste coréenne et on a fait que parler, et en vrai c'était plutôt intéressant. Évidemment, petite pause repas dans un diner. D'ailleurs, entre Universal Studios et le Disney Tokyo, que j'ai fait aussi, mais que vous verrez dans une prochaine vidéo, je me suis fait la remarque que les prix de nourriture, ou bien même des goodies, sont relativement moins chers au Japon.
De mémoire, je crois que j'ai dû payer 7 ou 8 € mon lunch. Et oui, j'emploie le terme lunch. Ce qui est cher pour le Japon, mais relativement faible pour un parc d'attractions, je trouve. J'ai continué ma journée en me baladant dans le parc avec l'attraction des Mignons, qui est franchement à faire. J'ai fait un autre spectacle tous en scène qui était honnêtement pas terrible, et un autre avec Beetlejuice plutôt sympa, même si je comprenais rien, car bien entendu, tout est en japonais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est que absolument tout le parc est en japonais, et pratiquement tous les cast members que j'ai rencontrés ne parlent pas un mot d'anglais, ce qui m'a un peu surprise parce qu'en France, Disneyland Paris, on fait un énorme effort sur l'anglais, on le met un peu partout dans les attractions, dans les shows, et les cast members parlent aussi un peu anglais, mais là, au Japon, c'était très compliqué de se faire comprendre, mais avec le téléphone portable, on y arrive toujours. Il est temps pour moi d'entamer un nouveau chapitre à notre histoire, et pas des moindres, car je vais vous parler de Nara. Alors cette ville, j'ai longuement hésité à y aller pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pu voir tellement de personnes sur les réseaux sociaux dire que ça valait pas le coup, ou que c'était super touristique et que les dents étaient maltraitées. J'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit autant aller voir ça par moi-même. Au pire des cas, c'était qu'à 45 minutes de train de Osaka, donc j'aurais pu faire l'aller-retour rapidement. Et no spoil, mais en fait je regrette absolument pas d'y être allée. C'est une ville où il y a des daims partout, mais littéralement partout. Alors je me suis dit que c'était plutôt dangereux, que les accidents devaient être assez récurrents. Et bien figurez-vous que pas du tout en fait. Les accidents sont plutôt rares car les Japonais habitant la ville font extrêmement attention. D'ailleurs, ils roulent vraiment à une allure excessivement lente. Le daim est considéré comme une divinité au Japon, et jusqu'en 1637, tuer un daim était passible de peine de mort. Alors autant vous dire qu'il est préférable de faire attention à nos petits amis les daims. Le seul point que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on peut payer pour les nourrir. Alors bien entendu, on peut les nourrir seulement avec la nourriture que l'on achète sur place, mais du coup ce qui me fait un peu douter sur leur état sauvage. Je sais pas si les 1200 daims présents dans ce parc se nourrissent par eux-mêmes ou du coup seulement grâce à l'aide de l'homme. Si c'est le cas, c'est un petit peu triste, faut bien le reconnaître. Mais ce qu'oublient de dire beaucoup de personnes, c'est que Nara, en fait c'est pas que les daims, c'est aussi de super temples comme le Todaiji, qui vaut vraiment le coup d'œil, avec sa grande statue de Bouddha qui fait plus de 15 mètres. C'est honnêtement très impressionnant à voir, et puis du coup j'ai pu faire mon premier tampon. Alors du coup, petite pause dans notre chapitre pour vous parler des tampons. Je pensais jamais dire ça un jour. Les tampons Eki, ce sont des tampons que l'on peut faire dans les métros, dans les gares ou dans les lieux touristiques, comme les temples par exemple. C'est gratuit et on peut les collectionner dans un carnet qui s'appelle le Gonshuisho. Gonshuisho, je pense qu'on dit comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa comme souvenir, alors j'ai essayé de collecter un max de tampons pendant mon séjour. Bref, revenons à nos daims. Le parc de Nara est aussi sublime, je suis tombée sur un autre temple caché au fin fond d'une forêt, même la ville est très sympathique, j'ai pu manger un mochi traditionnel fait sur place. Et mon dieu, plus jamais j'achète de boîtes de mochi dans l'épicerie asiatique de ma ville après ça. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau chapitre? Parce que là, je vais vous parler de ma ville coup de cœur au Japon, on va parler de Kyoto. Alors je sais ce que vous allez me dire, je sens déjà qu'il y en a qui écrivent des petits commentaires. Comment ça ta ville coup de cœur? C'est Kyoto. Tout le monde critique Kyoto, c'est une des villes les plus chères, le surtourisme. Mais bon déjà, je tiens à souligner un certain point, je suis allée au Japon dans la période la plus creuse, aka le mois de janvier/février. Donc honnêtement, je n'ai absolument pas été concernée par du surtourisme pendant tout mon séjour. Et je pense du coup que mon regard est un peu biaisé à cause de ça, ou grâce à ça du coup. Je dis pas, peut-être que s'il y avait été au mois d'avril ou au mois de mai, lors par exemple de la floraison des cerisiers, je n'aurais pas dit ça,
Mais en y allant au mois de janvier, je peux vous promettre que j'ai été plutôt tranquille de ce côté-là. D'ailleurs, vous le verrez plus tard, mais j'ai même pu voir les premiers cerisiers en fleurs au mois de janvier. C'est plutôt inquiétant, on va pas se mentir, mais bon, j'étais quand même contente de pouvoir en voir avant mon départ. Il faut savoir que Kyoto, c'est l'ancienne capitale du Japon, donc c'est une ville extrêmement traditionnelle. Vous le verrez, mais beaucoup de temples, de palais impériaux, de maisons traditionnelles, ces sanctuaires shinto, et puis du coup, la nourriture, oui. C'est la ville au Japon où j'ai le mieux mangé, et à des prix. Par exemple, ce ramen, qui est d'ailleurs aussi beau que bon, m'a coûté 3,50 €. J'étais dans un petit restaurant, dans une toute petite allée, qui était tenue par 2 dames, et franchement, je m'attendais pas du tout à payer ce prix-là, alors du coup, j'ai fait quasiment ça tout le long de mon séjour. La ville est tellement calme, et j'ai trouvé les Japonais beaucoup plus avenants que dans d'autres grandes villes comme Tokyo ou Osaka. Alors encore une fois, chaque expérience est différente, et peut-être que si j'y retourne un jour, je changerai d'avis, mais pour le moment, je préfère garder à l'esprit les bons souvenirs que j'ai passés à Kyoto. Bien entendu, j'ai fait un tas de temples. À commencer par l'un des plus beaux, le Higashi Enganji. Et vous voyez, je vous mens pas, quand il n'y avait pas trop de touristes, pas un chat, alors que j'y étais en plein après-midi. Ce temple bouddhiste est immense, et bien entendu, on enlève ses chaussures avant de rentrer. J'ai pu visiter aussi le temple Toji, où j'ai pu voir des moines bouddhistes. Alors j'ai pas trop compris ce que signifiait leur marche le long du temps, je pense que ça a une signification, j'ai essayé de chercher sur internet, parce qu'il y avait énormément de journalistes qui étaient là pour filmer l'événement, mais j'ai rien trouvé, donc si certains peuvent éclairer ma lanterne en commentaire, je vous remercie d'avance. Un matin, je me suis levée aux aurores direction la forêt de bambou de Sagano. C'est une forêt de bambou très belle et surtout très calme. Mais pour être honnête, c'est pas ce qui m'a transcendé le plus dans ce coin de Kyoto. J'ai décidé de m'enfoncer un peu plus dans cette forêt et j'ai eu la chance de pouvoir voir du coup quelques flocons de neige tomber pendant que je me lançais dans une ascension sur un chemin de randonnée, sur une petite montagne. Et après avoir traversé un village plus que désertique, je suis toute seule. C'est juste incroyable. Je suis tombée sur un temple, mais de toute beauté. C'est le Hadashino Nenbutsuji Temple. J'ai dû payer 1 € ou 2 € l'entrée, je ne sais plus. C'est un temple qui est dans la forêt de bambou avec 8000 statuettes et pagodes de pierre qui représentent du coup des défunts durant l'Antiquité japonaise. Le lieu est vraiment impressionnant et je ne saurais comment vous décrire l'atmosphère, mais c'était bizarrement très reposant. Avec la neige, on était presque sur une ambiance un petit peu mystique. Deuxième temple dans ma Pokédex de la journée, c'était Seiryoji, où j'ai pu voir d'ailleurs les premiers cerisiers en fleurs. J'avoue, ça m'a un peu émue de voir ça au Japon. Près de ces temples, j'ai été voir un autre lieu emblématique qui est le Arachiyami Monkey Park. J'avais à la fois un peu hâte et j'avoue, j'étais un peu angoissée. Vous allez d'ailleurs très vite comprendre pourquoi. Pour arriver à ce lieu, je suis passée par le Togetsukyo Bridge, un pont où passe la Katsura River et où l'on peut voir les montagnes en arrière-plan. Honnêtement, ça faisait une très jolie carte postale. Et enfin, j'étais arrivée au lieu tant attendu. Bon alors, le Arashiyama Monkey Park, qu'est-ce que c'est ? C'est littéralement la montagne aux singes. Bien entendu, il faut grimper pendant une bonne vingtaine de minutes avant d'arriver au sommet de cette montagne pour voir des petits singes adorables qui font des bruits un peu bizarres, certes. Comme vous l'aurez compris, c'est une réserve naturelle où se trouvent une centaine de petits macaques. Bien entendu, j'étais pas forcément très à l'aise parce que j'ai vu tellement de vidéos sur les réseaux où des touristes se font choper des trucs par les petits singes, en Asie notamment. Mais heureusement sur place, il y avait 2 soigneurs animaliers qui étaient là pour être sûrs que les touristes ne font pas trop de bêtises pour rester polis, et surtout qu'ils ne touchent pas les singes bien entendu pour éviter de leur transmettre des maladies ou ce genre de choses. Bon, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'encore une fois on pouvait acheter des petites graines pour nourrir les singes. Le Japon et la commercialisation avec les animaux, un long débat. Bon, et puis s'il y a un coin à faire absolument à Kyoto, c'est le quartier de Gion, je sais pas comment on prononce le nom de ce quartier, mais en tout cas c'est THE quartier traditionnel de Kyoto.
Ce quartier il est aussi connu car à l'origine c'est le quartier où se trouvent les geishas. Si vous avez vu quelque part une photo de Kyoto, vous pouvez être sûr qu'elle vient de ce quartier. J'ai pu découvrir le temple Kiyomizu-dera, qui veut littéralement dire temple de l'eau pure. Et là par contre, j'ai pu voir que j'étais pas la seule à visiter le Japon. Je vous conseille de venir dès l'ouverture et d'éviter la journée des sorties scolaires, comme moi. Voilà, encore une très brillante idée. Heureusement, ce temple est très grand et surtout très étalé. En réalité, c'est un complexe en fait de plusieurs temples qui sont étalés dans la montagne. C'est vraiment très joli à faire et honnêtement, je pensais pas y passer autant de temps. D'ailleurs, petit conseil, je vous conseille de pas faire un programme comme moi, trop précis, où vous risquez de passer beaucoup plus d'heures que prévu dans chaque lieu tellement c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai voulu m'aventurer un peu plus loin que les autres en trouvant un petit passage. Je suis tombée sur un petit cimetière en plein dans la forêt. J'avais l'impression d'être dans un film de Hayao Miyazaki. Sauf que je trouvais plus mon chemin de retour et j'ai eu la chance de rencontrer une japonaise qui, elle non plus, ne trouvait plus son chemin. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, on a haussé des épaules toutes les deux en même temps sans le faire exprès. Du coup, on a explosé de rire. Et on a décidé de se suivre dans la forêt. Une fois notre chemin retrouvé, on s'est remerciés. Et on est partis toutes les deux à des chemins opposés, tout ça sans un mot, et pourtant je crois que c'était la rencontre la plus sincère que j'ai pu faire au Japon bizarrement. Bon d'ailleurs, petit point chiffre du Japon, parce que j'ai l'impression de faire que ça, visiter des temples. Le Japon compte environ 80 000 sanctuaires et 77 000 temples, toutes religions confondues. Rien que ça, donc oui c'est normal que je trouve des temples un peu partout. Mais c'est aussi ça, je trouve, qui rend ce pays si fabuleux. On continue dans ce quartier direction l'un des endroits les plus emblématiques de cette ville, la fameuse pagode. Et puis on continue dans notre lancée des temples avec Otani Sobyo Temple, incroyable aussi. Et en même temps je complète ma collection de tampons, alors du coup Malvina et joie. Si vous partez au Japon bientôt, j'espère que vous prenez des notes, histoire que je me ridiculise pas dans la prononciation de ces lieux japonais pour rien. Si des japonais écoutent cette vidéo, encore une fois, je m'excuse du fond du cœur pour le massacre de votre langue, j'en ai conscience. J'ai pu aussi faire des palais comme le palais impérial de Kyoto, mais je vous en parle pas plus que ça parce que j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. En parlant de notes, si vous devez mettre un lieu tout en haut de la liste, c'est pour moi Fushimi Inari Taisha. Bon alors je sais, je dis ça depuis le début, tout est beau et blabla, sauf que là c'est le lieu que j'ai préféré durant l'intégralité de mon séjour au Japon. Et vous savez quoi? J'ai même envie d'en faire un chapitre. Alors Fushimi Inari Taisha, je pense que vous connaissez, c'est le fameux sanctuaire de la déesse Inari qui compte environ 10 000 torii. Ces lieux est d'une beauté tellement irréelle. Alors ce que je ne savais pas, c'est que ce lieu, en fait c'est pas juste quelques torii mis en bas d'une montagne, en fait c'est une vraie randonnée d'environ 2 heures qui permet de grimper une montagne de 233 mètres. Est-ce que j'avais prévu de faire une randonnée ce matin-là? Absolument pas. Est-ce que je l'ai faite pour me prouver que j'en étais capable? Bien sûr. Est-ce que j'étais équipée pour la faire? Bien évidemment que non. Mais c'était la meilleure décision de ma vie, même si j'étais luisante de sueur à la fin. Des milliers de touristes sont placés tout le long de ces 4 km de marche. C'est super intense, mais je regrette tellement pas. Vu que quasiment personne ne monte jamais jusqu'au bout, j'étais quasiment seule tout le long du chemin. J'avais pris mon casque audio et au final, j'ai même pas écouté une seule musique. J'ai écouté la forêt. Et aussi bizarre que ça peut être, j'avais l'impression de faire une retraite spirituelle et de me reconnecter à la nature. Alors certains vont en rigoler, mais je sais pas, celui m'a vraiment fait quelque chose, à tel point que j'en ai pleuré, en mesurant la chance que j'étais d'être là, au milieu d'une forêt au Japon.
On va entamer un nouveau point et le dernier dans cette vidéo, et c'est pour moi le principal parce qu'on va parler nourriture. J'en salive d'avance. Déjà, je suis obligée de parler de convenience store parce que ça a sauvé ma vie pendant ce voyage. Ce sont des petits supermarchés de proximité que vous trouvez absolument partout. Il y a plusieurs chaînes. Parmi les plus connues et aussi mes préférés, vous avez le 7-Eleven, le Family Mart et le Lawson. Personnellement, j'ai préféré le Lawson. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choix à des prix imbattables. J'y ai quasiment mangé à chaque repas, peu cher, et puis j'ai pu tester tellement de choses. Mention spéciale pour les onigiri au thon à peine 1 €. Parmi les adresses food, je peux citer le Nishiki Market, qui est le marché culinaire de Kyoto, où vous pouvez retrouver un tas de stands de nourriture. Mais bon, on va pas se mentir, c'est un marché qui est un peu touristique, du coup les prix sont parfois un peu élevés forcément. Et puis j'ai pu tester pas mal de food comme un okonomiyaki, je crois que je l'ai bien dit, une sorte de beignet avec du chou. Alors évidemment, j'en avais jamais vu de ma vie, alors j'ai dû demander à Google si c'était normal que ça bouge. J'ai littéralement écrit ça sur Google, est-ce que c'est normal que ça bouge? Alors bien entendu, ce n'est pas vivant, sous l'effet de la chaleur, en fait, la bonite séchée, et elle bouge. C'était bon, mais en vrai, sans plus. J'ai pu tester une glace au matcha et j'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout le matcha en fait, je l'avais jamais goûté, mais ça avait un goût de gazon supplément épinard, c'était horrible, enfin en tout cas c'était pas pour moi. Et évidemment je me suis régalée à base de sushi et ramen, forcément. Bien évidemment dans cette vidéo je vous ai pas tout montré parce qu'il y a tant à dire sur le Japon, mais j'avais pas prévu de faire non plus un documentaire de plusieurs heures sur ce pays, bien qu'il mériterait, je suis bien d'accord avec vous. Dans cette vidéo j'ai pu faire les villes de la partie nord, et dans une prochaine vidéo on partira direction le mont Fuji, et surtout Tokyo, où il m'est d'ailleurs arrivé quelques petites péripéties. Les joies du solo trip. Le Japon, c'est le pays que je voulais visiter depuis que j'étais au collège, il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours voulu voyager au Japon, et bizarrement, même quand j'étais au collège, je savais que je voulais découvrir ce pays seul. La moi de 14 ans, aujourd'hui, elle serait tellement fière de ce que je viens d'accomplir. Ce voyage, j'ai encore du mal à réaliser, même quelques semaines après mon retour. C'est un pays qui marque, qui nous change et qui parfois nous fait voir la vie autrement. J'ai hâte de pouvoir revoyager au Japon un jour parce que je me suis rendu compte que j'ai pu voir qu'un dixième de ce que ce pays a à offrir. Moi je vous laisse sur cette magnifique phrase digne d'un poète. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou même à commenter, c'est ma première vidéo et ça me serait d'une très grande aide. Et puis peut-être qu'un jour je pourrais vivre de mon rêve et vivre du voyage, qui sait. Moi je vous dis à très vite pour la suite, la bise sur vous.